Mais d'abord, qu'est-ce qu'on entend par le mot statistique? Il s'agit simplement d'une méthode qui consiste à collecter des données, de les analyser, de les traiter, de les interpréter et de les représenter graphiquement. Je vous donne un exemple pour assimiler les concepts de base. Je peux étudier par exemple l'origine sociale de ces individus. Je peux étudier la taille de ces individus. Je peux étudier leur activité professionnelle, leur salaire, leur niveau d'études, etc. Eh bien là, vous avez deux notions importantes en statistique. Vous avez d'abord la notion de la population. Il s'agit de tous les éléments qu'on veut étudier. Dans ce cas, c'est des personnes, mais le terme population en statistique ne se limite pas à des individus. Ça peut être des objets, comme par exemple des ordinateurs, des tablettes, des voitures, etc. Et chaque élément de cette population représente en statistique ce qu'on appelle une unité statistique ou bien simplement un individu. Quand la population est trop grande et qu'on veut sélectionner juste une partie en fait de cette population, alors dans ce cas on parle d'un échantillon. Et cela consiste à limiter l'analyse à quelques individus qui représentent le mieux les caractéristiques de l'ensemble de la population. Alors une fois qu'on a notre population à étudier ou bien un échantillon, se pose naturellement la question qu'est-ce qu'il faut étudier? Eh bien, si vous étiez dans ma classe, je suis sûr que vous me donneriez plein de réponses. Et puisque ce n'est pas le cas, je vais le faire moi-même. On peut étudier par exemple l'âge de ces personnes. On peut étudier leur état civil. On peut étudier la composition de ménage. On peut étudier le niveau d'études de ces individus. Bien sûr, on peut avoir plein d'autres sujets qu'on peut étudier. Eh bien, chaque élément qu'on veut étudier en statistique, ça s'appelle un caractère ou bien une variable statistique. C'est une variable parce que les résultats qu'on va obtenir est différent d'un individu à l'autre. Si je prends l'état civil par exemple, on va avoir des individus qui sont mariés, d'autres par exemple divorcés, et on peut avoir aussi des célibataires. Dans ce cas, l'état civil, ça représente une variable et les différentes réponses que je vais avoir par rapport à cette variable, c'est-à-dire dans ce cas marié, divorcé, célibataire, représentent ce qu'on appelle des modalités. Par rapport aux variables statistiques, on peut avoir deux grandes catégories. On peut avoir des variables quantitatives et on peut avoir des variables qualitatives. La distinction qu'il y a entre une variable quantitative et une variable qualitative consiste dans le fait qu'une variable quantitative peut donner lieu à une évaluation quantifiée. Si je prends l'âge par exemple, je vais avoir une personne âgée de 50 ans, une autre personne âgée de 40 ans, etc. Pareil pour la composition de ménage, on peut avoir des personnes qui ont 2 enfants, d'autres personnes avec 3 enfants et d'autres personnes avec 0 enfant. En résumé, la valeur que peut prendre une variable quantitative peut donner lieu à des nombres. Et à l'inverse, dans le cas d'une variable qualitative, comme l'état civil par exemple, ou bien le niveau d'études, on va avoir des réponses d'ordre qualitatif. Comme par exemple, si je prends le niveau d'études, on peut avoir dans les modalités bien, très bien, satisfaisant, excellent, etc. Si cette distinction est claire, alors il faut faire une autre distinction. Par rapport aux variables quantitatives, on peut avoir une variable quantitative continue, c'est-à-dire que la réponse qu'on peut avoir par rapport à l'âge de ces personnes peut être exprimée par des virgules. Exemple, on peut avoir une personne âgée de 30 ans et demi, une autre personne 40,7. C'est-à-dire qu'avec cette variable, on peut avoir une continuité dans les valeurs. Si je prends en considération les années, les mois, les jours, les heures, etc. Et on peut avoir une variable quantitative discrète, comme la composition de ménage par exemple. Par rapport à une variable quantitative discrète, on ne peut pas avoir des réponses sous forme de virgule. Par exemple, on ne peut pas dire que cette famille-là a 2 enfants et demi. Ce n'est pas possible. Dans cette situation, on a des valeurs discrètes, 2, 3, 4, et il n'y a pas de continuité entre les valeurs.
Maintenant, on va voir les types de variables qualitatives. Dans ce cas, on peut avoir une variable qualitative ordinale, c'est-à-dire que les réponses qu'on va avoir ou bien les modalités de cette variable peuvent s'ordonner. Exemple, nul, satisfaisant, bien, très bien, excellent. Là, on établit dans les modalités un certain ordre croissant des valeurs. Dans ce cas, on parle d'une variable qualitative ordinale. Et l'inverse de cette variable, c'est une variable qualitative nominale. Et dans ce cas, bien sûr, on ne peut pas établir un ordre dans les modalités de cette variable. Par exemple, vous allez avoir comme modalité célibataire, marié, divorcé, et ces modalités ne peuvent pas donner lieu à un classement. Donc on parle dans ce cas d'une variable qualitative nominale. Voilà pour ce premier cours qui aborde ces notions de base en statistique. Et dans la suite de ces cours, je vais aborder d'autres éléments essentiels de cette matière. Je vais commencer d'abord par quelque chose de très simple. Vous avez une classe de 5 élèves par exemple. Je vais leur donner quelques caractères de visage qui les distinguent les uns des autres. Ça, en statistique, ça représente ma population et j'aimerais bien étudier par rapport à cette population les notes obtenues par les différents élèves. Dans ce cas, les notes, ça constitue ma variable statistique. Ça s'appelle aussi un caractère. Je vais leur distribuer des notes au hasard. On va dire 12, 15, 8, 5 et 17. Alors là, j'ai ma série statistique, c'est les différentes données que j'aimerais bien analyser. Pour analyser les données de cette classe, il y a deux aspects auxquels je vais porter mon attention. Vous avez d'abord la position de cette classe. Et dans ce cas, j'analyse la classe dans son ensemble en déterminant les différentes caractéristiques de position. Ou bien je peux analyser à l'intérieur de cette classe et voir de quelle manière ces valeurs sont distribuées. Et pour cela, je dois déterminer les caractéristiques de dispersion. Pour vous rapprocher l'idée par rapport à la différence qu'il y a entre les caractéristiques de position et les caractéristiques de dispersion, imaginez par exemple que vous avez plusieurs classes. On peut les nommer classe 1, classe 2, classe 3 et qu'on dispose ces classes par rapport à leur niveau. Là, vous avez le niveau inférieur et l'autre côté, on a le niveau maximum. Si on se réfère aux notes par exemple, on va dire que le minimum c'est 0 et le maximum c'est 20. Eh bien, les caractéristiques de position vont déterminer à quelle position la classe se trouve. Est-ce qu'on se rapproche de 20 ou bien de 0? En calculant plusieurs paramètres, comme la moyenne de la classe, je vous expliquerai ce que c'est. Il y a aussi la médiane. On peut ajouter d'autres choses comme les quartiles par exemple, le mode, etc. Le calcul de la moyenne de la classe par exemple va déterminer d'une manière générale la position de la classe. Plus la moyenne de la classe est grande, plus on se rapproche de 20. C'est en quelque sorte l'évaluation de la classe dans son ensemble par rapport aux différents points obtenus de tous les élèves. Alors tous ces calculs vont donner une information importante par rapport à la position de la classe. Mais ces calculs ne donnent aucune information sur ce qui se passe à l'intérieur de la classe. L'écart qu'il y a entre les différentes notes de la classe. C'est-à-dire qu'on peut avoir deux classes avec une même moyenne, mais si on regarde entre le plus faible de la classe et le plus fort, on peut trouver que dans une classe, il y a un grand écart, alors que dans une autre classe, cet écart n'est pas très grand. C'est pour ça que pour analyser l'écart qu'il y a entre les élèves, il faut faire appel à ce qu'on appelle les caractéristiques de dispersion. Et dans ce cas, on peut calculer par exemple l'étendue de la classe, qui représente simplement la différence qu'il y a entre la plus grande valeur et la plus petite valeur de la classe. On peut calculer également ce qu'on appelle la variance. On a aussi l'écart type. Et on peut ajouter d'autres choses comme écart interquartile par exemple. Et le calcul de ces paramètres-là va donner plus d'informations sur la distribution à l'intérieur de chaque classe. Je vais commencer d'abord à vous expliquer les caractéristiques de position. Et en premier lieu, je vais vous expliquer ce que ça veut dire une moyenne. La définition de la moyenne en général, il s'agit de ramener toutes ces valeurs de la série statistique à une seule valeur
indépendamment de l'ordre dans lequel cette liste de valeurs sont distribuées. En fait, le calcul de la moyenne répond à la question suivante. Si tous les élèves de cette classe ont obtenu au total 57 points, alors quelle serait la note de chaque élève qui serait la même mais qui donnerait le même total que le total des points ici, à savoir 57? Eh bien, pour savoir cette note, on n'a qu'à diviser ce total par le nombre d'élèves qu'il y a ici dans la classe. 57 divisé par 5, ça donne 11,4. Cela signifie que si chaque élève a obtenu cette note de 11,4, le total de la classe sera 57. Et en faisant ce calcul de la moyenne, on ramène toutes ces valeurs ici des élèves à une seule qui donne bien la valeur globale de la classe. Et la formule de la moyenne est simple. Il s'agit de la somme de tous les points divisé par l'ensemble des élèves. Et si on applique ça à notre cas, on va avoir 12 plus 15 plus 8 plus 5 plus 17 divisé par 5, ce qui donne la valeur de 11,4. Ce que je viens de calculer ici, c'est bien la moyenne arithmétique. Sa formule mathématique est la suivante, c'est la somme de toutes les notes divisées par l'effectif total, c'est-à-dire le nombre d'élèves dans notre exemple. On va voir d'autres moyennes comme la moyenne harmonique par exemple. Sa formule brièvement est la suivante. Dans ce cas, on divise l'effectif total par l'inverse des valeurs. Je vais peut-être détailler ces types de moyennes plus tard. Il y en a bien sûr d'autres comme la moyenne géométrique qui peut se résumer dans la formule suivante. x1, x2 jusqu'à xn, bien sûr, c'est les notes des élèves et n, c'est le nombre des élèves. Et au final, il y a aussi la moyenne quadratique dont la formule est la suivante. Peut-être que j'aborderai plus tard les différences qu'il y a entre ces différentes moyennes et l'information principale qu'on peut tirer de chacune d'elles. Je vais vous présenter maintenant la notion de la médiane. La définition de la médiane est la suivante. Il s'agit de la valeur du milieu d'une série de valeurs ordonnées. Donc, dans ce cas, on cherche la valeur du milieu d'une série statistique. Et pour cela, il faut d'abord commencer par ordonner les valeurs de la plus petite à la plus grande valeur. On va appliquer cette méthode sur notre classe ici. Donc, on va commencer d'abord à ordonner les valeurs dans un ordre croissant. La note la plus faible, bien sûr, c'est 5. On va la mettre en première position. Après 5, on a cet élève qui a 8. Après 8, on a 12. Et après 12, on a 15. On va donc le mettre après. Et au final, on a l'élève qui a obtenu la note la plus élevée, 17. Dans ce cas, on a ici, ça parle ces trucs. Notre liste de valeurs bien ordonnée. Et la médiane, dans ce cas, c'est très facile. C'est la valeur qui divise la série statistique en deux parties égales. Eh bien, dans ce cas, c'est 12. Il y a deux élèves qui ont obtenu plus que 12 et deux élèves ayant obtenu moins que 12. Et il faut faire attention dans ce cas à ne pas confondre la médiane avec la moyenne. Dans notre calcul, on a trouvé la moyenne à 11,4. Et dans le cas de la médiane, on a 12. Pourquoi la médiane est différente de la moyenne? Parce que la moyenne s'obtient en impliquant toutes les valeurs que vous avez ici. Si par exemple, au lieu d'avoir 5 ici, vous avez 0, la médiane reste toujours 12. Par contre, la moyenne serait 8,4. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas confondre la médiane et la moyenne. Maintenant, je vais vous expliquer comment on peut identifier la médiane dans une série statistique. On doit distinguer entre deux situations. Si le nombre de données est impair, comme dans cet exemple où il y a 5 valeurs, alors la médiane est le nombre qui se trouve au milieu. Et si vous avez une série très grande et que le nombre des valeurs est impair, alors la valeur du milieu avec une série de n en général de valeurs, c'est n plus 1 sur 2. Dans notre cas ici, il y a 5 valeurs, donc c'est 5 plus 1, ça fait 6 sur 2, ce qui fait 3. Donc la médiane se trouve à la troisième position, ici.
Dans l'autre cas où le nombre de la série est pair, la médiane dans ce cas est la moyenne des deux valeurs qui se trouvent au milieu. Si j'ajoute par exemple un élève à cette liste, on va avoir un nombre pair. Je donne par exemple à cet élève une note de 18. Dans ce cas, on va avoir deux valeurs au milieu. Car ici, on va avoir trois valeurs et de l'autre côté, on va avoir trois valeurs. Et le milieu se trouve ici. Dans ce cas, le calcul de la médiane ici, c'est la moyenne de 12 et 15. On fait simplement 12 plus 15 divisé par 2, ce qui donne une médiane de 13,5. En règle générale, si vous avez n valeurs, en fait, la médiane va se retrouver entre la nème sur 2 place, dans ce cas c'est 6 sur 2, on va tomber sur cette valeur, et puis la valeur d'après, n sur 2 plus 1, ce qui donne la valeur suivante ici. Et la médiane se calcule par une moyenne entre les deux valeurs du milieu. Voilà pour la médiane, on va voir maintenant les quartiles. Je commence par le premier quartile. Il s'agit de la valeur de la série qui est supérieure ou égale à au moins 25% des données de la série ordonnée. On va mettre en application cette définition. On a ici déjà notre série statistique bien ordonnée, de la plus petite valeur jusqu'à la plus grande. Donc, pour calculer le premier quartile, on doit chercher une valeur de la série. Ça peut être 5, ça peut être 8, ça peut être 12, etc. Et cette valeur doit être supérieure ou égale à au moins 25% des données de la série ordonnée. Les données de notre série sont composées de 5 valeurs. Et donc, 25% de 5 valeurs, ça fait un quart. Je mets un peu d'espace. On va faire 25% fois 5, ce qui donne 1,25. On peut faire également un quart de 5. Ça fait la même valeur, 1,25. Là, dans la définition, on précise que le premier quartile doit être supérieur ou égal à au moins 25% des données de la série. 1,25 dans cette série de données se retrouve ici quelque part. Et donc, puisqu'on cherche une valeur supérieure à ces 25%, on va prendre la 8. Donc, notre premier quartile égale 8. Et le deuxième quartile, c'est bien notre médiane de 12. Q2 égale 12. Maintenant, on va voir le troisième quartile. Comme dans le premier quartile, le troisième quartile, c'est une valeur de la série qui est supérieure ou égale à au moins 75% des données de la série ordonnée. Si on se base sur cette même série qui est déjà ordonnée de la plus petite valeur à la plus grande valeur, le troisième quartile, c'est une valeur qui se trouve dans la série et qui correspond à au moins 75% des données de la série ordonnée. 75%, c'est 3 quarts. Donc, on fait simplement 3 quarts de 5. Ça donne 3,75. Là, on a notre troisième position. Vous avez 1, 2, 3. Et puisque le troisième quartile, c'est une valeur supérieure à 75% ou égale, et qu'il s'agit d'une valeur de la série, on va prendre la valeur après la troisième position, à savoir 15 dans ce cas. On va avoir donc notre troisième quartile Q3 égale 15. Et si bien sûr, je me limite à une petite série statistique de 5 valeurs pour que vous puissiez saisir d'abord ces différents calculs et la méthode utilisée pour trouver ces valeurs. Mais dans le cas où on a une grande série statistique, la démarche à suivre reste la même. Pour le premier quartile, on divise toujours par un quart le nombre de valeurs de la série et on prend la valeur qui est juste au-dessus de cette valeur pour trouver notre quartile Q1. Et pour trouver le troisième quartile, on va chercher la valeur qui se trouve au-dessus de 3 quarts d'une série qui se compose par exemple de n valeurs. On peut se demander à quoi ça sert de calculer ces quartiles dans une série statistique. La réponse est simplement d'avoir une information sur la dispersion des valeurs à l'intérieur d'une série statistique. Si on a par exemple une série statistique qui s'étale sur plusieurs valeurs, on va dire que ces valeurs commencent de 0 jusqu'à 1734. C'est un chiffre que je mets au hasard, ce n'est pas une date. Eh bien, ce serait très intéressant de savoir où ça se situe, par exemple, 50% des premières valeurs de cette série. On peut avoir des séries où 50% des valeurs se cumulent au début de la série, ici.
vous allez avoir plein de données ici et moins de données ici. Mais on peut avoir également le cas où la médiane se trouve ce côté-là. C'est-à-dire qu'on va avoir un très grand écart entre les valeurs de 0 jusqu'à la médiane ici, c'est-à-dire 50% des valeurs ce côté-là. Et puis après la médiane, on va avoir énormément de valeurs qui s'accumulent d'une manière très serrée par la suite. 50% de valeurs ici. Et quand on calcule les quartiles, on va avoir une information supplémentaire, à savoir où ça se situe les 25% des valeurs de la série statistique. On peut avoir un cas où on a ici 25% des valeurs de la série, et après ce premier quartile, on a encore 25% de valeurs jusqu'à la médiane. Et on peut avoir un troisième quartile ici. Cela signifie que de la médiane au troisième quartile, il y a 25% des valeurs. Et puis du troisième quartile jusqu'à la dernière valeur de la série, on a 25%. Je prends souvent l'exemple d'une classe parce que ça résume bien l'information derrière ces calculs. Si les valeurs de la série, ce sont des évaluations qui prennent les valeurs de 0 jusqu'à 100, avec le calcul des quartiles, par exemple, le premier quartile, le deuxième quartile, qui est aussi la médiane, et le troisième quartile, qui peuvent très bien se disposer autrement que ceci, eh bien, avec ces quartiles, je vais avoir clairement et visuellement la dispersion des élèves sur les différentes valeurs. Sachant que de 0 au premier quartile, je vais avoir 25% des élèves, et pareil, entre les différents quartiles, il y a 25% des élèves. Dans une classe très forte, ces différents quartiles vont se rapprocher de ce côté-là vers 100. Et au contraire, une classe faible va avoir des quartiles qui s'orientent plutôt ce côté-là. Après, on peut très bien se décomposer cette série statistique par 10%. Et dans ce cas, on parlerait de déciles. Et on peut même décomposer cette série statistique en calculant les 1% des valeurs statistiques. Dans cette situation, on parle de centiles. Ces calculs sont intéressants quand on a une grande série statistique. La méthode de calcul des déciles et des centiles ne diffère pas de celle des quartiles. Pour calculer le premier décile, par exemple, on multiplie les valeurs de la série par 1/10 et on prend la valeur de la série qui se trouve au-dessus de cette valeur et après on peut calculer de la même manière le deuxième décile, troisième décile, etc. Et dans le cas des centiles, au lieu de mettre ici 10, vous mettez 100. Le premier centile par exemple, c'est la valeur de la série qui se trouve au-dessus de 1 centième des valeurs de la série statistique ordonnée. Je vous présente la notion du mode en statistique. Il s'agit de la valeur dominante dans une série statistique. Autrement parlé, il s'agit de la valeur la plus représentée d'une variable quelconque dans une population donnée. Si je prends au hasard des valeurs d'une série statistique qui peut représenter n'importe quel phénomène, comme par exemple le nombre d'appareils utilisés par foyer. Dans la distribution de cette série statistique, on voit qu'il y a des valeurs qui se répètent plusieurs fois. Par exemple, 2 se répète ici 4 fois, le 1 se répète 2 fois, 3 fois, 4 fois, le 0 2 fois, le 4 une fois, le 5 se répète 3 fois, le 6 2 fois, le 3 se répète 5, 6 fois. Eh bien, dans cette série, c'est notre valeur qui se répète le plus de fois, c'est le 3. Dans ce cas, on dit que le mode de cette série statistique égale 3. C'est la valeur la plus fréquente dans une série statistique. Et en général, on peut présenter ces valeurs dans un tableau. Dans ce tableau, on va mettre notre variable statistique dans la première colonne. Et cette variable peut prendre des valeurs de 0 jusqu'à 7. Et puis, on peut mettre dans la deuxième colonne les NI, c'est-à-dire combien de fois cette valeur se répète dans la série statistique. Si je prends 0 par exemple, ça se répète 2 fois. Je vais noter ici 2. Le 1, ça se répète 4 fois. Je mets dans le tableau 4 et on continue de la même manière jusqu'à la fin. Et vous voyez bien qu'avec ce tableau, on peut identifier le mode très facilement. Il s'agit de la valeur de la variable statistique étudiée la plus fréquente dans la série. Le mode égale 3. On peut dire simplement que c'est à la mode en fait de disposer de 3 appareils dans un foyer. Si par exemple, c'est ça l'objet de cette étude statistique. Quand on a une variable statistique discrète comme le cas ici,
ça devient plus facile d'identifier le mode de la série statistique en se référant simplement à cette colonne des effectifs. Mais quand on a une variable continue, à ce moment-là, on peut avoir d'autres démarches à faire pour déterminer le mode. Si je prends un exemple d'une série statistique à variable continue, avec des intervalles de 5 à 15, de 15 à 25, de 25 à 35, et que dans l'effectif, on a les valeurs suivantes, 6, 8 et 3. Dans ce cas, on voit très bien que les valeurs qui sont comprises entre 15 et 25 se répètent plusieurs fois. Eh bien, le mode dans ce cas se trouve entre les valeurs 15 et 25. Et pour calculer ce mode, on fait simplement la moyenne de 15 et 25. Le mode égale 15 plus 25 sur 2, ce qui donne la valeur de 20. Là encore, c'est facile de faire ce calcul, car ici, on a la même amplitude à chaque fois, c'est-à-dire l'écart qui sépare entre la petite valeur de cet intervalle et la grande valeur est de 10. 25 moins 15, ça fait 10, et 35 moins 25, ça fait 10. Dans ce cas, on prend directement l'intervalle qui correspond à l'effectif le plus grand, à savoir 15 et 25, et on calcule la moyenne entre les valeurs extrêmes de cet intervalle pour identifier notre mode. Alors là où ce calcul va se compliquer un petit peu, c'est quand on a ici des écarts différents. Dans ce cas, on va faire un petit calcul supplémentaire. Si je change un peu ces intervalles, on va mettre ici 45 et le dernier, je vais mettre 30. Alors là, on ne peut pas se référer directement à l'effectif le plus grand pour calculer le mode, car cet effectif-là, c'est pour des valeurs allant de 15 jusqu'à 45, ce qui fait un écart de 30. Et ceci, c'est pour des variables statistiques allant de 5 jusqu'à 15, ce qui fait un écart de 10. Et ce 3, c'est pour des variables allant de 25 jusqu'à 30, ce qui représente un petit écart de 5. Eh bien, ce qu'il faut faire d'abord pour calculer le mode, c'est de corriger d'abord ces amplitudes pour les ramener à un écart identique. Alors, comment on peut faire ça? On doit d'abord ajouter une autre colonne. On va calculer les NI corrigés. Pour ramener chaque amplitude à l'unité, on divise par cet écart de 10. Vous avez par exemple ce 6, ça concerne en fait des valeurs allant de 5 jusqu'à 15, ce qui fait un écart de 10. Et si on veut savoir combien ça revient en fait à l'unité, on va diviser 6 par 10. Donc on va noter ici 6 sur l'amplitude 10, là 8 sur l'amplitude 30 et le dernier 3 sur 5. Alors tous ces calculs-là, c'est pour ramener ces effectifs à une même amplitude de 1. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de multiplier en fait ces valeurs qui correspondent à une unité par l'amplitude qu'on veut adopter. Si je veux adopter une amplitude de 10, eh bien je vais multiplier tout ça par 10. Le premier, ça donne 6, car déjà à la base, il y a un écart de 10 ici. Le deuxième, ça donne 2,66. Et le dernier, on a 6. Alors dans ce cas, on tombe sur deux valeurs supérieures, à savoir le 6. C'est quelque chose que je n'ai pas prévu au départ, mais ça tombe bien, on peut très bien avoir plusieurs modes dans une série statistique. Et on parlerait dans ce cas d'une distribution multimodale. Mais ce que j'aimerais bien vous expliquer, c'est quand on a un seul mode. Dans ce cas, je vais tricher un petit peu, je vais mettre ici 35, ce qui va mettre un écart ici de 10. On va diviser donc ici par 10, ce qui donnerait une valeur ici de 3. Et à ce moment-là, le mode, ça correspond bien à cette valeur de 6. Et on va le calculer de la même manière que dans l'exercice précédent. On fait simplement la moyenne de 5 et 15. Le mode dans cette situation égale 5 plus 15 sur 2. Ça fait 10. Je vais vous parler maintenant de la variance en statistique. Je vais vous simplifier le concept. La variance exprime la moyenne des carrés des écarts. Elle est aussi égale à la différence entre la moyenne des carrés et le carré de la moyenne. Alors, je sais que cette définition mérite plus d'explications pour que ça soit clair. Eh bien, ce que je vais faire tout de suite. Je vais revenir plus tard à sa formulation qui est la suivante.
Cette première formulation résume la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Mais il y a une deuxième formulation de la variance qui est la suivante. Et cette deuxième formulation exprime la différence entre la moyenne des carrés et le carré de la moyenne. Et c'est la formule la plus simple à adopter quand on a un tableau statistique. On verra ça plus tard. Eh bien, je vais vous expliquer d'abord l'intérêt de ce calcul de la variance en statistique. Comme d'habitude, d'une manière très simplifiée. Imaginez que vous avez une classe de 3 élèves. On fait passer un test à ces élèves et les points obtenus varient de 0 jusqu'à 20. On va dire que cet élève a obtenu 15, le suivant 10 et le dernier 5. Alors dans ce cas, si je vous demande c'est quoi la moyenne de la classe? Eh bien, visuellement, c'est très clair. On a un écart de 5 de ce côté-là et un écart de 5 de ce côté-là. Et cette note de 10 représente la médiane de cette série statistique. Mais ça représente en même temps la moyenne de la série statistique. Car si vous faites 5 plus 10 plus 15 divisé par 3, vous allez obtenir 10. Regardez maintenant ce qui va se passer si je vous présente une autre classe où le premier de la classe a obtenu 20, le moyen de la classe on le laisse à 10 et le dernier de la classe a obtenu 0. Alors, à votre avis, dans cette situation, ce serait quoi la médiane et la moyenne de cette classe? Eh bien, c'est toujours la même, 10. Vous pouvez vérifier pour la moyenne, c'est 0 plus 10 plus 20 divisé par 3, ça fait 10. Et la médiane, visiblement, on a un élève qui a obtenu plus de 10 et un élève qui a obtenu moins de 10. Alors, vous avez capté que ces deux paramètres ne disent rien sur la dispersion qu'il y a entre les élèves. C'est pour ça qu'on fait appel à d'autres paramètres, d'autres calculs pour mettre en évidence ces dispersions qu'il y a entre les différentes valeurs d'une variable statistique. Et certainement, on peut avoir une multitude de cas où la moyenne et la médiane restent la même, mais le contenu des valeurs statistiques ne reflète pas la même information. Je peux avoir par exemple une classe où tout le monde a obtenu par exemple 10 et on va avoir la même moyenne de la classe que dans le cas de cette première situation. Et donc, pour mettre en valeur la dispersion qu'il y a entre les valeurs d'une variable statistique, on fait appel à ce qu'on appelle la variance. Alors, on va calculer cette variance pour ces deux situations et on va interpréter par la suite le résultat obtenu. La formule de la variance en général, comme je vous ai présenté au début de ce cours, est la suivante. Il s'agit simplement de faire une moyenne des écarts au carré. Pour faire simple, on sait que la moyenne est de 10, l'écart de cet élève par rapport à la moyenne est de 5. Donc on fait 5 au carré, l'écart de cet élève par rapport à la moyenne est de 0, car sa note est de 10, donc 10 moins 10, ça fait 0. On peut l'ajouter, mais ça n'aura pas d'impact, c'est 0 au carré. Et l'écart de la note de ce dernier élève par rapport à la moyenne est de 5. Donc, on ajoute cet écart au carré, 5 au carré, tout ça divisé par 3. Et tout ça, ça donne la valeur de notre variance, ça fait 16,6. On fait la même chose pour la deuxième classe. Là, vous avez un élève qui a obtenu 20. Et la différence entre la moyenne et 20, ça fait 10. Donc, on va faire 10 au carré. Cet élève se trouve à la moyenne, donc l'écart qu'il y a entre sa note et la moyenne, c'est 0. Et cet élève présente un écart entre sa note et la moyenne de 10. Donc je vais faire 10 au carré. Je divise tout ça sur n, à savoir 3 élèves, ce qui donne une valeur approximative de 66,6. Et la conclusion de tout ça, c'est que ici, on a une classe qui est très serrée autour de la moyenne, alors que dans le cas de la deuxième classe, on a une grande valeur de la variance, ce qui s'interprète par des écarts très importants des valeurs autour de la moyenne. La question qui peut se poser ici, c'est pourquoi on met les écarts au carré? Et la réponse est simple, c'est qu'on ne s'intéresse pas à ce que l'écart soit positif ou bien négatif par rapport à la moyenne.
Si vous faites par exemple cette valeur-là moins la moyenne, ça fait un écart positif. Et cet écart est de 5. Dans ce cas, on a une valeur positive et on n'a pas de problème. Mais par contre, si vous faites 5 moins 10, vous allez obtenir moins 5 comme écart. Et si on met au carré, ça devient la même chose que 5 au carré. Et de cette manière, on enlève l'effet négatif de cet écart. Et donc, par conséquent, cette valeur de la variance est un peu exagérée par rapport à la moyenne des écarts autour de la moyenne. C'est pour ça qu'on adopte un autre paramètre, un autre calcul qui va ramener cette valeur de la variance à une valeur qui résume bien la moyenne des écarts entre les différentes valeurs de la variable statistique et la moyenne. Et dans ce cas, on parle bien de l'écart type, qui n'est rien d'autre que la racine carrée de la variance. Dans la première classe, on a trouvé une variance de 16,6 et dans la deuxième classe, la variance est de 66,6. Et dans ce cas, l'écart type n'est rien d'autre que la racine carrée de 16,6 pour la première classe, ce qui donne 4 ici. Et dans la deuxième classe, on fait la même chose, racine carrée de 66,6, ce qui donne approximativement 8. Vous voyez bien que c'est le double en fait de l'écart type de la première classe. Et les écarts aussi, c'est la même chose. Ici, on a des écarts de 5 et là, on a le double en fait des écarts autour de la moyenne. Je vous ai présenté la notion de la variance et son intérêt en statistique. Et maintenant, on va s'habituer un petit peu avec l'utilisation de ces deux formules de la variance. La première qui représente la moyenne des carrés des écarts à cette moyenne. Et on va voir également la deuxième formule qui est équivalente à celle-là, qui représente la différence entre la moyenne des carrés et le carré de la moyenne. Il s'agit en fait de la même formule, on peut démontrer le passage d'une formule à l'autre, donc l'utilisation de l'une ou l'autre formule revient au même. Je vais prendre une classe composée de 6 élèves. On va leur faire passer un test et on va supposer qu'ils ont obtenu les notes suivantes. Dans l'ordre, on va dire 8, 10, 11, 13, 15, 17. On peut résumer ces données dans un tableau statistique comme suit. Vous avez notre variable statistique xi qui représente les notes dans ce cas. Je vais mettre dans l'ordre croissant les différentes notes. Vous avez le 8, 10, 11, 13, 15 et 17. Et puis après ça, en fait, on va regarder notre première formule ici et on voit que dans la formule, on a besoin de calculer xi moins x bar qui est la moyenne. On peut créer donc une autre colonne qui va représenter les xi moins x bar. Mais d'abord, on doit calculer à part la moyenne. Il s'agit de la somme de toutes les valeurs divisé par le nombre d'élèves, à savoir 6, ce qui donne une valeur de 12,33. Et donc dans cette colonne, on va faire les xi qui sont ici, moins la moyenne qu'on vient de calculer de 12,33. 8 moins 12,33, ça donne moins 4,33. 10 moins 12,33, ça donne moins 2,33. Et on continue de la même manière pour les autres notes des élèves. Et l'étape suivante, on va créer une autre colonne où on va mettre tout ça au carré. Je vais garder ma moyenne quelque part ici et je vais continuer mon tableau. Moins 4,33 au carré, ça donne 18,75. Moins 2,33 au carré, ça fait 5,4. Et on continue de la même manière jusqu'en bas du tableau. Je vais ajouter à mon tableau une colonne de total. Pour calculer la variance, j'ai besoin du total de cette colonne ici. Et ce total, c'est 55,29. Donc la variance n'est rien d'autre que ce total de 55,29 divisé par l'effectif total n, à savoir ses élèves, ce qui donne 9,21. Mais l'utilisation de la deuxième formule est plus rapide et plus facile
car dans ce cas, on n'aurait besoin que d'une seule colonne au lieu de deux, et cette colonne, c'est les xi au carré. Je vais revenir en arrière et je vais construire le tableau adéquat pour appliquer la deuxième formule. Dans ce cas, j'aurai besoin des xi au carré. Eh bien, c'est simple, vous avez 8 au carré, ça fait 64, 10 au carré, ça fait 100, 11 au carré, 121, ainsi de suite jusqu'à la fin du tableau. Je calcule ensuite le total des xi au carré. On va avoir un total de 968. Et par rapport à cette deuxième formule, ce qu'on va faire pour calculer la variance, c'est simplement diviser ce total de 968 par n, à savoir le nombre d'élèves, 6, moins la moyenne de 12,33 au carré, ce qui donne approximativement la même valeur, 9,3. Donc là, vous voyez clairement que la deuxième formule est la plus simple à appliquer, car dans ce cas, on n'aurait besoin que d'une seule colonne ici. Après la variance, j'aimerais bien vous expliquer l'écart type. Il s'agit d'un indicateur qui mesure la dispersion des valeurs autour de la valeur attendue ou bien de la moyenne de la variable aléatoire. Comme d'habitude, je vais vous simplifier un petit peu cette notion et à quoi ça sert au juste. Je vais prendre toujours l'exemple d'une classe car je trouve que ça illustre bien les notions. On va dire que avec un test, une classe de 4 élèves ont obtenu les points suivants. 5 le premier élève, 10 le deuxième, 13 le troisième et 18 le quatrième. On va d'abord calculer la moyenne de cette classe. La moyenne, c'est facile, c'est la somme de toutes les valeurs, de toutes les notes sur le nombre d'élèves, à savoir 4. Et cela donne 11,5. Je vais garder cette valeur dans un coin ici, 11,5. Sur notre ligne, on se situe quelque part ici, 11,5. Et donc, avec l'écart type qu'on note par le signe sigma, on va avoir un indicateur qui résume en fait de combien les valeurs obtenues s'écartent de la moyenne. C'est en quelque sorte une moyenne des différents écarts autour de la moyenne. Ça évalue la dispersion des valeurs autour de la moyenne. Et donc, plus l'écart type est grand, plus on va avoir une classe hétérogène, où les niveaux des élèves sont très écartés les uns des autres. Par contre, un écart type très faible, ça signifie que les notes des élèves sont très proches de la moyenne de la classe. On va voir comment ça se calcule, cet écart type. En fait, il s'agit de la racine carrée de la variance. Et la variance, comme on a vu, représente la moyenne des carrés des écarts à cette moyenne. Alors, pour faire simple, je vais calculer ces différents écarts. Vous avez par exemple 13 s'écarte de la moyenne d'un point virgule 5. Si vous faites 13 moins 11,5, ça fait 1,5. Vous avez 18 moins 11,5, on va avoir un écart de 6,5. Et 10, en fait, s'écarte négativement de la moyenne de moins 1,5. Et cette valeur de 5 s'écarte de la moyenne de moins 6,5. Donc la variance n'est rien d'autre en fait que le carré de tous ces écarts divisé par le nombre d'élèves. Donc on va avoir moins 6,5 au carré plus moins 1,5 au carré plus 1,5 au carré plus 6,5 au carré. Et tout ça divisé par 4. Et si on fait tout ce calcul, on va avoir une variance de 22,25. Et donc, l'écart type n'est rien d'autre que la racine carrée de 22,25. Et cela donne une valeur de 4,72. Alors, la signification qu'on va donner à ce 4,72, c'est simplement les différentes évaluations des élèves s'écartent de la moyenne de la classe d'à peu près 4,72 en moyenne. Alors cet écart type n'est pas une véritable moyenne des écarts. Si on veut calculer une véritable moyenne des écarts autour de la moyenne, on va simplement prendre les écarts, j'enlève les carrés ici, dans le calcul de la variance, et je prendrai la valeur absolue de chaque écart pour avoir de combien s'écarte chaque valeur de la moyenne, que ce soit dans le côté positif ou négatif.
La valeur absolue de moins 6,5, ça donne 6,5. La valeur absolue de moins 1,5, ça donne 1,5. Et la valeur absolue de 1,5, ça donne 1,5. Là, on va avoir 6,5. Et le résultat de ce calcul, ça donne une valeur de 4. Ce 4, ça résume bien de combien en moyenne on s'écarte de la moyenne. Mais ça donne une valeur très proche de l'écart type. Et l'intérêt, encore une fois, de ce calcul devient très intéressant quand on a plusieurs séries statistiques à comparer. Et si je prends 2 classes, avec 4 élèves chacune, et l'évaluation des élèves de chacune des classes donne les résultats suivants. Alors dans ce cas, pour identifier la meilleure classe, il faut calculer l'écart type de chacune de ces classes. Avant cela, on va calculer la moyenne de chacune de ces 2 classes. Dans cette première classe, on va avoir 8 plus 9 plus 11 plus 13 divisé par 4, ça fait 10,25. Et dans la deuxième classe, on a 7 plus 10 plus 14 plus 17 divisé par 4, ça donne une valeur de 12. Là, avec cette moyenne, on peut en conclure que la classe 2 présente un niveau supérieur en moyenne à la classe 1 qui présente une moyenne plus faible. Maintenant, on va calculer les écarts types des 2 classes pour savoir combien les notes des élèves s'écartent de ces moyennes. D'abord, on calcule la variance. Pour calculer la variance, on va prendre l'écart qu'il y a entre chacune des valeurs et la moyenne qu'on vient de calculer. Donc, on va faire 8 moins 10,25 au carré plus 9 moins 10,25 au carré plus 11 moins 10,25 au carré, je descends un petit peu, plus 13 moins 10,25 au carré. Là, on a les différents écarts des valeurs de la moyenne portée au carré. Ce qui reste à faire pour avoir une moyenne de tous ces écarts au carré, c'est de diviser tout ça sur l'effectif total. Alors, tout ça, ça donne une valeur de 3,57. Et si on fait le même calcul pour la deuxième classe, on obtient 14,2. Déjà, avec ces 2 informations, on peut en conclure que la dispersion des notes ici est plus grande que dans la première classe. Et l'écart type dans chacune des classes n'est rien d'autre que la racine carrée de cette variance. 3,57 dans ce cas, ça donne ici approximativement 1,9. Et pour la classe 2, on va avoir la racine carrée de 14,2 et ça donne 3,8. Dans cette classe, on s'écarte donc à peu près de 4 points de la moyenne. Et dans la première classe, on ne s'écarte que de 2 points en moyenne. Je vous explique maintenant la notion de fréquence en statistique. Pour vous expliquer cette notion, je vais inventer une série statistique. On va dire par exemple qu'on va interroger plusieurs familles sur le nombre d'enfants dans la famille. On va supposer que ces chiffres représentent le nombre d'enfants par famille. Par exemple, la première famille interrogée a 1 enfant, la deuxième famille a 3 enfants, la troisième famille interrogée a 2 enfants, ainsi de suite jusqu'à la fin. On voit très bien que les réponses obtenues varient de 1 jusqu'à 5. Et pour bien traiter ces données, on peut les résumer dans un tableau statistique. On va avoir notre variable statistique xi. Et cette variable représente le nombre d'enfants par famille. Donc cette variable prend les valeurs suivantes 1, 2, 3, 4, 5. Et on va noter dans la deuxième colonne combien de fois chaque valeur se répète. Le 1 se répète 1, 2, 3, 4, 5, 6 et c'est tout. Donc on a 6 fois. On note ici 6. Le 2 se répète 1, 2, 3, 4 fois. Le 3, 1, 2, 3 et 4. 4 fois aussi. Le 4, 1, 2, 3. 3 fois. 5, 1, 2 et 3. Donc 3 fois. Voilà notre tableau statistique. Maintenant, on va voir comment on peut calculer la fréquence qu'on note par FI. En fait, avec la fréquence, on va identifier combien c'est fréquent d'avoir des familles, par exemple, à 1 enfant. Et combien de familles possèdent 2 enfants. Bien sûr, on a les réponses ici, mais ces réponses sont d'ordre absolu.
Pour que ces chiffres prennent sens, il faut les exprimer en termes relatifs. C'est-à-dire, par exemple, ce 6, ça représente combien dans le total de toutes les familles interrogées. On a ici combien de familles interrogées? Vous avez 5 ici, 4, donc 5 fois 4, ça fait 20. J'ajoute ici une colonne de total, on doit avoir ici 20. Le total de toutes ces valeurs doit faire 20. C'est clair, là vous avez 10 et là vous avez 10. Donc la fréquence n'est rien d'autre en fait que la proportion de ce 6 dans ce total. Et pour savoir ça, on fait simplement 6 sur 20. Cela donne 0,3. On fait la même chose pour le deuxième, 4 sur 20, ça donne 0,2. Là on va avoir pareil, 0,2. 3 sur 20, ça fait 0,15. Et le dernier, c'est la même chose, 0,15. Alors, si vous faites le total de tous ces chiffres, vous devez arriver à l'unité, c'est-à-dire 1. Si je veux exprimer ces chiffres en pourcentage, c'est très facile. Je vais multiplier simplement ces différents chiffres par 100. Là, on va avoir 30%, 20%, 20%, 15% et 15%. Ici, on exprime ces valeurs en pourcentage. Et la lecture de ces pourcentages est très simple. 30%, ça veut dire qu'il y a 30% des familles avec un seul enfant. 20% des familles interrogées possèdent 2 enfants. Et on a la même proportion des familles avec 3 enfants. Et 15% des familles possèdent 4 enfants ou bien 5 enfants. On a une autre formule pour calculer la moyenne, par exemple, avec cette colonne-là. Et cette formule, c'est simplement la somme des fréquences multipliées par les xi. I prend les valeurs en général de 1 jusqu'à n. Dans notre cas ici, la moyenne peut se calculer de la manière suivante. 1 fois 0,3 plus 2 fois 0,2 plus 3 fois 0,2 plus 4 fois 0,15 plus 5 fois 0,15. Et cela vous donne la moyenne de cette série statistique. Il s'agit simplement de l'application de cette formule. La représentation graphique des données statistiques peut se faire de plusieurs manières possibles. Mais on peut avoir, selon la variable statistique représentée, un graphique adéquat à adopter. Par exemple, si on a une variable qualitative, dans ce cas, on peut adopter un diagramme circulaire ou bien ce qu'on appelle un diagramme en secteur. Dans ce diagramme, on représente le pourcentage occupé de chaque modalité de la variable statistique. Par exemple, si la variable statistique est l'état civil, vous allez avoir la proportion des gens mariés, des célibataires et des divorcés. Dans le cadre des variables qualitatives, on peut avoir une représentation sous forme de diagramme à bandes. Si je prends toujours l'exemple de l'état civil, on va avoir ici le nombre de mariés dans la population étudiée, le nombre de célibataires et le nombre de divorcés par exemple. Et là, sur cet axe, on représente les NI. Par contre, s'il s'agit d'une variable quantitative, on peut présenter les données sous forme d'un diagramme en bâton, qui peut se représenter de la manière suivante, où sur l'axe des abscisses, on a notre variable statistique xi, et sur l'axe des ordonnées, on a l'effectif ni. Et chaque bâton ici représente une modalité de notre variable statistique. Ce genre de présentation est plus adapté quand on a une variable quantitative discrète. Exemple, le nombre d'enfants par foyer. Ici, par exemple, on va avoir les familles à un enfant. Là, des familles à 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants. Et le sommet de chaque bâton représente le nombre d'enfants par foyer. Et on peut représenter aussi les données dans un histogramme, qui peut se présenter de la manière suivante, où on va avoir toujours sur l'axe des abscisses notre variable statistique xi, et sur l'axe des ordonnées, on a notre effectif ni. Ce genre de représentation graphique est plus adapté pour les variables quantitatives continues, où on va avoir des classes avec un intervalle, comme par exemple l'âge entre 10 ans et 20 ans, et 20 ans et 30 ans, et au final entre 30 ans et 40 ans. Et là, on représente l'importance de la variable étudiée selon ses âges. Je vais vous parler maintenant de la courbe de Lorenz. Cette courbe a été développée par Max Otto Lorenz, un économiste américain né en 1876 et mort en 1959.
il a inventé cette courbe de Lorenz en 1905. Et son objectif à l'époque, c'est de décrire les inégalités de revenus. D'une manière générale, cette courbe peut se représenter de la manière suivante. Sur l'axe horizontal, on représente la population en pourcentage cumulé, et sur l'axe des ordonnées, on a la richesse ou bien les revenus, toujours en pourcentage cumulé. Eh bien, avec cette courbe, on va avoir un carré ici qui représente 100% de la population et 100% de la richesse. Et au milieu, on a une droite diagonale qui représente une égalité parfaite de la distribution des revenus sur la population. Alors c'est très simple, vous allez prendre n'importe quel point sur cette droite et on trouvera la même chose au niveau richesse et au niveau population. Par exemple, 50% de la population reçoivent 50% de la richesse. 25% de la population reçoivent 25% de la richesse. 75% de la population reçoivent 70% de la richesse. Donc cette droite au milieu illustre bien une distribution parfaite des richesses créées sur la population. Bien sûr, pour certains, c'est un idéal à atteindre. Ça ne peut en aucun cas être quelque chose de réel. Une distribution parfaite de la richesse sur la population n'existe pas. Mais on va se poser la question pourquoi on trace cette droite de l'égalité parfaite. C'est simplement pour comparer la vraie courbe qui représente la distribution dans un pays des richesses sur la population. Si je prends l'exemple de cette courbe que je viens de tracer, on peut trouver par exemple que 50% de la population ne détient pas 50% des richesses. Dans ce cas, on serait sur l'égalité parfaite ici, mais détient par exemple la moitié de 50, à savoir 25% des richesses. Le point ici sur cette courbe-là, ça présente bien la distribution réelle des richesses sur la population. Et une courbe réelle doit forcément être en dessous de la courbe qui représente l'égalité parfaite. Et donc, selon les pays, on va avoir des courbes qui sont très éloignées de cette sorte, qui représentent une distribution des richesses très inégalitaire sur la population, comme par exemple 50% de la population ne détient que 10% par exemple des richesses. Et on peut mesurer cette distribution des richesses par exemple sur la population en comparant cette surface à l'intérieur de cette courbe avec toute cette surface ici. Si on nomme cette partie-là par la lettre A et cette autre partie qui reste par la lettre B, alors on peut calculer le pourcentage de cette surface-là sur la surface totale ici. On peut simplement calculer A sur A plus B. Et ça donne ce qu'on appelle le coefficient de Gini, ou bien ce qu'on appelle également par l'indice de Gini. Cet indice mesure généralement l'inégalité des revenus dans un pays. Alors bien sûr, plus cette aire-là de A se rétrécit pour s'approcher au maximum à cette droite de l'égalité parfaite, plus on va estimer que les revenus se distribuent égalitairement sur la population. Et donc, par conséquent, cet indice doit s'approcher de zéro pour estimer qu'il y a une distribution plus égalitaire sur la population. Et dans le cas inverse, où cette courbe est très grande de cette manière, alors dans ce cas, notre A ici se rapproche à toute la surface A plus B. Ce qui fera dans ce cas que cet indice se rapproche plutôt de la valeur 1. Et l'interprétation dans cette situation, c'est que la richesse ou bien les revenus se distribuent d'une manière très inégalitaire. Si je prends ce cas, on a ici une surface de B très petite, alors je peux voir par exemple que 80% de la population ne reçoivent en termes de revenus qu'une petite partie, on va dire de 10%. Et les 20% de la population qui reste se partagent ce qui reste en termes de revenus ou bien de richesse. Je vais aborder prochainement un exercice pour vous montrer comment procéder pour tracer cette courbe de Lorenz. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous simplifier cette notion de covariance en statistique. Et pour cela, j'aimerais bien vous rappeler d'abord la notion de variance. Je vais prendre une série statistique très simple. Vous avez ici les notes des élèves. On va supposer qu'il y a 4 élèves, donc 4 évaluations. Ici, c'est 14. La moyenne de cette classe est de 10.
Je vous ai expliqué que la variance n'est rien d'autre qu'une moyenne de ces écarts au carré, c'est-à-dire sa mesure de combien en fait les valeurs se dispersent autour de la moyenne. Eh bien, quand on calcule la variance, on calcule en quelque sorte le degré de variabilité de la variable statistique avec elle-même. C'est comme si on a deux variables statistiques qui sont les mêmes avec la même moyenne et les mêmes valeurs, qu'on peut représenter sur une autre axe vertical. Je vous rappelle la formule de la variance, c'est simplement la somme des écarts des valeurs de la moyenne portée au carré, divisé par le nombre total des valeurs, à savoir n en général. En fait, cette formule n'est rien d'autre que la moyenne de ces écarts au carré. Et les écarts dont on parle, c'est les écarts des différentes valeurs par rapport à la moyenne. Par exemple, 14 s'écarte de la moyenne de 4 valeurs ici. Mais puisqu'on porte cet écart au carré, cela mathématiquement parlant, ça va donner l'aire de tout ce carré. C'est comme si on a deux variables statistiques mais qui varient dans le même sens et avec la même distance. Horizontalement, on a un écart de 2 et verticalement, on a un écart de 2. Et par rapport à cette deuxième valeur, on a un écart ici de 2 et puisqu'on porte cet écart au carré, on va avoir toute cette surface du carré. 2 fois 2, ça fait tout le carré. Et cette valeur de 8 s'écarte négativement de la moyenne, mais puisque dans le calcul de la variance, on porte cet écart au carré, on va obtenir dans ce cas l'aire du carré ici. Pareil pour la valeur de 6, s'écarte de la moyenne négativement de 4 valeurs. Et si on fait cet écart au carré, on va avoir toute cette surface du carré. Et regardez bien ce qu'on obtient ici si on rejoint toutes ces valeurs ici au coin de chaque carré. Eh bien, on va avoir une droite qui passe sur tous ces points. Et cela signifie que si on a deux variables statistiques et qu'on étudie leurs relations, on va trouver une corrélation parfaite avec les deux variables. Mais je vais vous parler plus tard de la corrélation entre deux variables statistiques. Mais là, dans ce cours, ce que j'aimerais bien que vous compreniez, c'est la notion de la covariance. En fait, la notion de covariance, ça mesure la variabilité en fait de deux variables statistiques. Plus la covariance s'éloigne de zéro, plus il y a des chances qu'il y a une relation entre les deux variables statistiques. En fait, la variance n'est rien d'autre qu'une covariance qui représente la même variable statistique. Et dans le cas où on a la même variable statistique, on va avoir les mêmes écarts. Mais dans le cas où on a deux variables statistiques, x et y, on va mettre dans cette formule, dans le deuxième écart ici, yi moins la moyenne de yi. Et dans ce cas, si je représente sur cet axe vertical la variable y, on va avoir des points qui se situent à des endroits différents. Quand par exemple x prendra 12 pour la première valeur et y va prendre que 11 par exemple. Alors je vais vous expliquer ça d'une autre manière pour que vous puissiez saisir cette notion de covariance avant de passer au calcul. Mais retenez bien pour le moment cette notion de la variance qui donne simplement un carré moyen entre ces différents carrés qui provient des écarts autour de la moyenne. C'est comme si vous avez plusieurs carrés de cette manière et que vous cherchez à savoir un carré qui se trouve à la moyenne de ces différents carrés. Et pour cela, vous faites simplement en fait la somme de ces valeurs. Là, vous avez 2 fois 2, ça fait 4. Là, pareil, 4. Là, vous avez 4 fois 4, ça fait 16. Et là, pareil. Donc, la somme de tout ça divisé par 4, ça donne votre variance, ce qui donne une valeur de 10. Je vais revenir à ça plus tard. Pour que vous saisissiez en fait cette notion de covariance, je vais prendre une série statistique très simple. Pour donner sens à ces variables statistiques, on va imaginer par exemple que la première variable, c'est le nombre de visites dans un magasin et la deuxième variable, c'est le chiffre d'affaires. Ou bien ça enregistre le nombre de ventes dans le magasin. On va dire par exemple que si on a 10 visites dans le magasin, 2 ventes sont enregistrées. Si on a 15 visites dans le magasin, on a 3 ventes. 20 visites dans le magasin, on a 5 ventes.
On va se limiter à ces 3 données pour simplifier la compréhension. Dans la formule de la covariance, on a les écarts des xi autour de la moyenne fois les écarts de yi moins la moyenne de yi. Et tout ça divisé par n. Je vais créer donc cette colonne xi moins x bar et cette colonne de yi moins la moyenne des y. Alors la moyenne des x c'est 15 et la moyenne des y c'est, je vais mettre ici 7 pour que ce soit une moyenne claire, donc c'est 4. Pour compléter cette colonne, on fait les valeurs de x moins la moyenne. Donc 10 moins 15 ça fait moins 5, 15 moins 15 ça fait 0 et 20 moins 15 ça fait 5. Par rapport à la deuxième variable, vous avez 2 moins 4 ça fait moins 2, 3 moins 4 ça fait moins 1 et 7 moins 4 ça fait 3. Alors si j'ajoute ici une troisième colonne dans laquelle on va mettre le produit des xi moins x bar, yi moins y bar. Vous voyez bien que le produit de deux chiffres qui sont tous les deux négatifs va donner un chiffre positif. Moins 2 fois moins 5, ça fait 10. Moins 1 fois 0, ça fait 0. Et quand on a deux chiffres positifs, on va avoir également un chiffre positif ici. 3 fois 5, ça fait 15. Et donc la variance, c'est le total de tout ça divisé par l'effectif n, à savoir le nombre de valeurs. Et ça fait 25 sur 3. Ça donne approximativement 8,3. Alors l'interprétation en fait de la covariance est simple. Plus la valeur de la covariance s'éloigne de 0, plus il y a des chances que ces deux variables sont liées. C'est-à-dire qu'on peut expliquer le chiffre d'affaires de l'entreprise par le nombre de visites dans le magasin. Quand la covariance est positive, à ce moment-là, on va supposer qu'il y a une relation croissante de ces deux variables. Probablement, bien sûr. Et si la covariance est négative, c'est-à-dire que les deux variables étudiées ont une relation inverse, c'est-à-dire que si x augmente, y diminue et inversement. Vous voyez bien que pour avoir une forte chance d'une relation entre les deux variables statistiques étudiées, il faut que ces écarts portent le même signe, que ce soit dans le sens négatif ou bien dans le sens positif. Car cela va donner des chiffres positifs ici, ce qui va faire une covariance positive. Et cela, ça donne des chances d'une relation croissante entre ces deux variables. Et par rapport à une relation décroissante, il faut que les signes soient inversés. Par exemple, ici vous avez moins, ici vous avez plus. Et si vous avez moins ici, vous devez avoir plus ici. Comme ça, vous aurez ici des valeurs négatives qui vont donner un résultat de covariance loin de 0, mais dans le sens négatif. Mais en même temps, il faut bien comprendre que cette valeur positive de la covariance ne porte pas un sens en elle-même. Je m'explique. Je peux prendre ici la même situation, sauf que au lieu d'enregistrer par exemple le nombre de ventes, je vais mettre le chiffre d'affaires enregistré. C'est par exemple le prix du bien vendu est de 100 euros. On va avoir ici 300, 700 et une moyenne aussi de 400. Et là aussi, vous allez avoir 200, 100 et 300. Vous avez compris, on va multiplier tout par 100 et on va avoir un résultat de 830. Vous voyez bien qu'on garde la même situation, mais on arrive à une covariance exagérée. Donc, on ne peut pas avoir un sens par rapport à ce chiffre de 8,3 ou bien de 830 pour dire que la relation qu'il y a entre ces deux variables est très forte ou pas. C'est pour ça qu'on utilise d'autres paramètres que j'aborderai bientôt, selon lesquels on va avoir une certitude de cette relation entre les deux variables statistiques étudiées. Alors, je vais vous donner plusieurs situations pour que vous puissiez comprendre. Pour saisir cette notion de covariance, je vais prendre plusieurs situations et dans chacune des situations, on va avoir l'impact du résultat de ces calculs sur la covariance. Imaginez cette situation. La première variable représente la température par exemple et la deuxième variable représente, je vais inventer, la vente de glace. Quand il fait 30 degrés, on enregistre par exemple 6 ventes par heure de glace, 35, 7, etc. X bar, c'est la moyenne de cette colonne.
et y bar, c'est la moyenne des y. On calcule dans cette colonne la différence entre x et x bar. Par exemple, ce 7,6 est simplement 30 moins 22,4. Pareil pour les autres. Et pour cette colonne, on fait la même chose, mais avec les valeurs de y. Par exemple, 7 moins la moyenne de 5,2, ça donne 1,8. On fait la même chose pour le reste. Et dans cette colonne, on a le produit de ces deux écarts. Et la covariance dans ce cas n'est rien d'autre que le total de ces produits résumés dans cette colonne et qui est noté ici de 52,24. 52,24 divisé par le n, à savoir le nombre de valeurs 5, ce qui donne une covariance de 10,4. Cette covariance est différente de 0, ce qui signifie que probablement ces deux variables statistiques sont bien liées entre elles et d'une manière positive. Vous voyez bien que quand la valeur s'écarte positivement de la moyenne, c'est-à-dire ici on a un chiffre positif, eh bien l'autre variable donne également un chiffre positif. Là aussi, vous avez un chiffre positif et là aussi un écart positif. Et à l'inverse, quand on a un écart négatif d'un côté, de l'autre côté également un écart négatif. Et cela, c'est un bon signe d'avoir probablement une relation entre x et y. Et c'est bien cela qui donne ici des chiffres positifs partout. Et donc un total loin de 0, ce qui donnerait une valeur à la covariance positive et loin de 0. Alors maintenant, si je prends un autre cas, je change ces deux derniers chiffres pour la variable y et je vais mettre 7 et 9. La moyenne de y devient 6,8 et donc là, je vais avoir d'autres chiffres, 0,2 et 2,2. Et si je fais moins 7,4 fois 0,2, j'obtiens ici moins 1,48. Et si je fais moins 12,4 fois 2,2, j'obtiens ici moins 27,28. Et donc j'aurai un autre total ici qui se rapproche de 0, qui est de l'ordre de moins 0,28. Et vous voyez bien que si vous calculez dans ce cas votre covariance, vous faites moins 0,28 sur 5, vous allez avoir une valeur proche de 0. Et cela signifie que la corrélation entre ces deux variables n'existe pas. Parce que vous voyez bien qu'au départ, on a le même signe dans la variation de y, que ce soit positivement ou bien négativement. Mais avec les deux valeurs que j'ai ajoutées ici, cette variabilité a changé de sens. Ici, on a des écarts négatifs et là, on a des écarts positifs. Et cela a donné ici des chiffres négatifs qui diminuent le total et réduit ces chiffres positifs pour se rapprocher au final de 0. D'une manière générale, pour qu'il y ait une relation entre x et y, il faut garder la même variabilité de ces deux écarts, soit dans le même sens comme dans le cas ici. Alors dans cette situation, on va avoir une variabilité positive, soit une variabilité dans le sens inverse. Et dans ce cas, on n'aurait ici que des chiffres négatifs partout. Et donc on va avoir une valeur importante qui s'écarte de 0 au total. Pardon, j'ai une erreur ici. En fait, je n'ai pas encore changé ces valeurs par rapport à la nouvelle moyenne. Après rectification, on a ici un total de moins 32,44 et une covariance de moins 6,88, ce qui laisse une chance d'avoir une corrélation négative entre les deux variables. On n'a ici que 2 cas sur 5 où la variabilité va dans le même sens pour les deux variables statistiques. Pour mieux saisir cette signification, imaginez qu'on représente ces deux variables sur les deux axes x et y. On va supposer que la moyenne des x en général se trouve ici. On a x bar. Et la moyenne des y se trouve quelque part ici qu'on va noter y bar. Bien sûr, autour de la moyenne, il y a d'autres valeurs, que ce soit pour x ou bien pour l'autre variable statistique. On va prolonger une ligne horizontale par rapport à la moyenne des y. On fait pareil pour x. Alors, vous serez d'accord avec moi que toutes les valeurs qui se trouvent ce côté-là, pour la variable x, présentent un écart positif. Si vous prenez n'importe quelle valeur ici, par exemple, et que vous faites cette valeur moins la variable x,
vous allez avoir un résultat positif. Et à l'inverse, les valeurs qui se trouvent en dessous de cette moyenne présentent un écart par rapport à la moyenne négatif. Si par exemple la moyenne est de 10 et que vous prenez une valeur ici de 2, vous faites 2 moins 10, ça va donner moins 8. Donc ce côté-là, on a des écarts négatifs par rapport à la moyenne x. Si on regarde maintenant par rapport à l'autre variable statistique, si la variable y se trouve en dessous de la moyenne, alors l'écart est négatif. Tout ce côté-là va représenter des écarts négatifs par rapport à la moyenne, bien sûr de y. Et dans l'autre sens, les valeurs de y qui se trouvent au-dessus de la moyenne présentent un écart positif. Donc, en résumé, là, on a des écarts positifs aussi bien pour la variable x que pour la variable y. Et dans cet espace-là, on a des variations négatives aussi bien pour la variable y que x. Et là, on va avoir positif pour y, mais négatif pour x. Et là, c'est l'inverse, négatif pour y et positif pour x. Alors, vous voyez ce point central qui représente l'intersection entre la moyenne de la variable y et la moyenne de la variable x. Ce point-là, ça représente le centre des valeurs de x et y. Si vous représentez le nuage du point des valeurs x et y, eh bien, vous allez trouver que le centre de ce nuage est représenté par ce point qui est l'intersection des moyennes des deux variables étudiées. Alors, on va revenir à notre covariable. Pour qu'il y ait une relation très forte entre x et y, on devrait avoir une valeur de la covariance la plus élevée possible. Et pour que la somme du produit des écarts des deux variables soit positive, il faut que les valeurs de x et y se trouvent simultanément ici, car le produit de deux valeurs négatives, ça fait un chiffre positif. Ou bien les valeurs de x et y doivent se trouver ici, car le produit de deux valeurs positives donne une valeur positive. Si la plupart des combinaisons x et y se trouvent dans ces deux endroits, on peut estimer qu'il y a une relation linéaire entre les deux valeurs dans ce sens, c'est-à-dire d'une manière croissante. Ou bien l'autre cas de figure, c'est d'avoir des valeurs ici dans ce cadre, où y est positif et x négatif, ou ici dans ce cadre où une variable est négative et l'autre positive. Car dans ce cas, le produit de ces écarts donnerait une valeur négative ici et ici. Et de cette manière, la covariance va s'éloigner de zéro, mais négativement. Dans ces deux cadres, si on a des valeurs dans ces deux cadres, on va avoir plutôt une tendance baissière de notre relation entre x et y. Voilà les deux cas de figure où une forte relation entre x et y peut s'établir. Soit positivement, et dans ce cas, on va avoir un nuage de points qui occuperait plutôt ces deux cases, et soit négativement, dans ce cas, on va avoir un nuage de points qui va occuper les deux cases ici. Et dans les autres situations, on va avoir un nuage de points, que ce soit horizontalement ou verticalement, eh bien, la relation entre x et y serait très très faible, voire inexistante. Alors, comme je vous ai expliqué, la covariance peut donner un signe de la corrélation entre deux variables statistiques si on a une valeur très loin de zéro. Mais peu importe cette valeur de la covariable, on ne peut pas en déduire une relation stricte par rapport aux deux variables. Et dans ce cas, on fait référence à un indicateur noté R qui représente un coefficient de corrélation entre x et y. C'est bien ce que je vous expliquerai prochainement. L'indicateur qui permet de savoir s'il y a bien une relation entre deux variables statistiques, x et y, se formule de la manière suivante: covariance de x et y sur l'écart type de x fois l'écart type de y. Comme je vous ai expliqué, la covariance de deux variables x et y peut donner un premier signe de l'existence d'une relation entre x et y. Et dans ce cadre, il faut avoir une valeur très loin de zéro, que ce soit positivement, et dans ce cas, on va estimer que les deux variables évoluent dans le même sens, ou bien une valeur de covariance négative, et dans ce cas, on va estimer que leur variation évolue dans le sens opposé. C'est-à-dire que si une variable augmente, l'autre diminue,
et inversement. Mais la valeur de cet indicateur ne dit rien sur l'existence d'une forte relation au pas entre les deux variables. C'est pour ça qu'on fait appel à ce coefficient de corrélation R. Les valeurs de ce coefficient varient entre 1 et moins 1. Si R égale 1, on va estimer que la relation qu'il y a entre X et Y est une relation parfaitement positive, c'est-à-dire dans ce cas, on va avoir une droite croissante. Et à l'inverse, si R égale moins 1, on aura une parfaite relation entre X et Y, mais dans le sens opposé. On va avoir une droite décroissante. Avec une valeur de 0,8, on va estimer qu'il y a une forte relation entre les deux variables dans le sens positif. À l'inverse, moins 0,8, on aura une forte relation mais décroissante. Et entre 0,8 et moins 0,8, on suppose que la relation qu'il y a entre x et y est faible. Avec une valeur égale 0, il n'y a absolument aucune relation à tirer de la combinaison de x et y. En général, si on représente les données de la variable x sur l'axe des abscisses et la variable y sur l'autre axe des ordonnées, on va avoir une moyenne x bar quelque part ici et une moyenne de y bar ici. Alors, en général, la droite de régression entre x et y passe nécessairement par le point x bar, y bar. Car ce point, ça représente le centre des différentes combinaisons possibles entre x et y. Alors, comme je vous ai expliqué auparavant, tout ce qui se trouve dans ce cadre-là fait augmenter notre covariance positivement. Et pareil pour les combinaisons qui se trouvent dans ce cadre-là. Car les valeurs qui se trouvent en dessous de x bar présentent un écart négatif par rapport à x bar. Et pareil pour les valeurs de y qui se trouvent en dessous, ça présente un écart négatif par rapport à y bar. Et le produit de deux chiffres négatifs, ça donne un chiffre positif. Alors plus le nuage des points se concentre dans ce cadre-là, plus il y aura des chances d'avoir une droite dans ce sens. Et dans ce cas, notre R est positif et doit être supérieur ou égal à 0,8. Mais par contre, tous les points qui se situent dans ce cadre-là ou bien dans ce cadre-là donnent un produit des écarts négatifs. Car tout simplement, les écarts entre les valeurs qui se situent au-dessus de la moyenne représentent une valeur positive, mais par contre, si je prends n'importe point ici, celui-là par exemple, au niveau de l'axe des y, on va avoir un écart négatif. Par exemple, 2 moins 3, ça fait moins 1. Et donc, au final, le produit d'un chiffre négatif et un chiffre positif, ça donne un chiffre négatif. Et c'est pareil aussi ce côté-là. Alors dans ce cas aussi, si le nuage du point se concentre sur ces deux cadres-là, il y a une forte chance d'avoir une relation négative entre x et y. Et dans cette situation précise, notre R doit être inférieur ou égal à moins 0,8. Et dans les autres cas, on a un mélange entre des écarts positifs et des écarts négatifs. La somme de ces écarts va se rapprocher de 0 et donc notre covariance va être très proche de 0 car les écarts positifs sont compensés par des écarts négatifs. C'est pour ça que notre covariance qui mesure la variabilité de x par rapport à y doit être strictement différente de 0. Mais la valeur de la covariance en elle-même, ça n'a pas d'importance. On ne peut en tirer aucune conclusion. C'est pour ça qu'on ramène en fait cette covariance à une valeur maximum représentée par l'écart type de x fois l'écart type de y. En fait, pour bien comprendre cet indicateur qu'on note par R et qu'on nomme coefficient de corrélation, cette covariance entre x et y peut exprimer une relation parfaite entre x et y dans le cas où sa valeur s'approche du produit de l'écart type de x et l'écart type de y. En fait, ce produit-là, c'est le maximum que peut atteindre cette covariance. Et le fait de diviser la covariance sur ce total maximum nous donne une estimation sur la corrélation entre x et y. Si je prends l'exemple que j'ai abordé précédemment, notre covariance dans ce cas égale le total de ce produit entre les écarts de x et les écarts de y autour de la moyenne, 52,24 sur le total des valeurs, à savoir 5,
Donc ça fait 10,4. On va calculer l'écart type de x qui représente la racine carrée de la somme des écarts au carré. On peut calculer cet écart type de la manière suivante, ce qui donne 9,17. On fait pareil pour l'écart type de y. On trouvera un écart type de y approximatif de 1,17. Donc avec ces données-là, on peut calculer notre coefficient de corrélation R, qui n'est rien d'autre que la covariance de 10,4 divisé par le produit des écarts type 9,17 fois 1,17. Ce qui donne une valeur très élevée de 0,96, ou plutôt 97. Et l'interprétation de ce paramètre, c'est que les deux variables x et y sont très liées, et puisque ce R est positif, on va avoir une relation positive entre x et y. C'est-à-dire que quand x est très élevé, on va avoir des valeurs élevées de y, et quand x baisse, on va avoir des valeurs très bas de y aussi. Je vous ai présenté la notion de covariance et je vous ai expliqué également la notion de coefficient de corrélation entre x et y. Et aujourd'hui, je vais avancer un petit peu dans cette réflexion et aborder la possibilité d'établir cette droite entre les deux variables x et y. Sur l'axe des abscisses, on va mettre la variable x et sur l'axe des ordonnées, on va mettre y. Et donc, on peut avoir plusieurs points en fait de x et y. Et ces différents points forment ce qu'on appelle un nuage de points. Rien qu'avec ce nuage de points, on peut estimer l'existence d'une relation entre x et y ou pas. Dans ce cas précis, on voit clairement une tendance à la hausse dans ce sens, de ce nuage des points. Mais avec le calcul de cet indicateur, on peut avoir une estimation assez précise de l'existence de cette relation entre les deux variables ou pas. On sait très bien que le point central de ce nuage de points représente l'intersection entre la moyenne de y et la moyenne des x. Alors mathématiquement parlant, cette droite qui va illustrer au mieux la relation qu'il y a entre x et y doit passer forcément par ce point qui représente le centre de ce nuage des points. Représenté par les coordonnées x bar, c'est la moyenne des x, et y bar, c'est la moyenne des y. Alors cette droite peut s'écrire de la manière suivante. Y égale ax plus b. Pour trouver cette droite entre x et y en général, il suffit de trouver le b ici dans l'équation et le a. Ce A peut se calculer par la formule suivante. A égale la covariance de x, y sur la variance de x, qui n'est rien d'autre que l'écart type au carré. Et pour trouver B dans cette équation, il suffit de remplacer ce point représenté par les coordonnées x bar et y bar. Donc on va remplacer dans cette équation y par la moyenne des y et x par la moyenne des x, et le a par sa valeur trouvée par cette formule. Donc on va se retrouver avec une équation à une seule inconnue, à savoir ce b qui reste à trouver. On va faire un exercice là-dessus. Mais avant cela, il faut comprendre que cette équation qui résume la relation entre y et x est la plus ajustée possible dans son nuage de points. C'est-à-dire que les différents écarts qu'il y a entre les différents points et cette droite représentent le minimum possible qu'on peut identifier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une autre droite qui peut être la plus proche de l'ensemble de ces points ici. Alors, on va faire un exercice là-dessus. Si je prends l'exercice que je vous ai déjà présenté auparavant, alors dans cet exercice, on avait déjà calculé la covariance qui est de 10,4, l'écart type de x 9,17, écart type de y 1,17. Alors on va appliquer tout ça dans nos formules. On sait qu'il y a une forte relation entre y et x, et cette relation peut s'écrire sous forme d'une droite ax plus b. On calcule a selon notre formule a égale covariance x, y sur la variance de x. On applique simplement, donc on va avoir 10,4 sur 9,17 au carré, ce qui donne approximativement 0,12. Maintenant, il reste à trouver le b. Pour cela, on sait que le point de coordonnées x bar, y bar fait partie en fait de la droite. Donc, on va appliquer ces coordonnées ici dans la droite
et on remplace également le A par 0,12. On va avoir y bar égale 0,12 x bar plus b. On remplace ces deux moyennes qu'on avait déjà calculées par leur valeur. La moyenne des x, ça donne 22,4 et la moyenne des y, ça donne 5,2. On remplace donc ici par 5,2 égale 0,12 fois 22,4 plus b. Donc b doit donner 5 plus 2 moins 0,12 fois 22,4, ce qui fait 2,5. Donc notre droite peut s'écrire de la manière suivante. Y égale 0,12 fois x plus 2,5. On peut donc représenter cette droite. On a ici l'axe des y et l'axe des abscisses. X, y. Alors, si je donne à x la valeur 0, c'est-à-dire que sur cet axe, je me retrouve ici. Y va prendre quelle valeur? Eh bien, si x égale 0, 0 fois 0,12, ça fait 0. Ce qui restera, c'est 2,5. Donc, on va avoir ce premier point, on va dire 2,5. Et puis, on peut représenter un autre point. On va prendre la moyenne des x, à savoir 22,4, et la moyenne des y qui est 5,2. Je sais que la droite va passer sur ce point qu'on peut nommer A. Le double de 2,5, ça fait 5,2, ça doit faire à peu près ici. Donc là, on a notre y bar. Pour les x, je vais représenter 10 ici, 20, et 22, ça va être à peu près ici, plus proche de 20. Donc l'intersection de ces deux points, ça donne notre point A ici. Donc notre droite est la suivante. Y égale 0,12 x plus 2,5. Et avec cette droite, on peut estimer par exemple combien de glaces vont être vendues si on est à 40 degrés par exemple. On remplace simplement 40 dans cette équation et on trouvera une valeur de 0,12 fois 40 plus 2,5, ce qui donne une valeur de 7,3. Je vous ai déjà présenté la courbe de Lorentz qui se constitue de la manière suivante. Sur l'axe des abscisses, on a toujours notre population en pourcentage cumulé croissant et sur l'axe des ordonnées, on a les revenus en pourcentage cumulé croissant. Et puis avec ce graphique, on aura 100% de la population et 100% de revenus formera un carré et au milieu, on a une droite diagonale qui représente une distribution parfaitement égalitaire sur la population. 50% de revenus, par exemple, vont être distribués sur 50% de la population. Mais la courbe de Lorentz se trouve en dessous de cette droite et ça illustre la distribution normale dans un pays, qui est forcément moins égalitaire. 50% de la population, par exemple, vont recevoir 20% des revenus. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment on peut tracer cette courbe avec un exercice simple. Imaginez par exemple des revenus de l'ordre de 90 000 euros. Et cette somme-là doit être distribuée sur 10 personnes. Et on va imaginer que cette distribution en fait de ces revenus qu'on peut noter XI s'effectue de la manière suivante. Vous avez par exemple 2 personnes reçoivent 1 000 euros. Je vais noter ici les chiffres en milliers d'euros. Une autre personne reçoit 3 000 euros. 2 personnes reçoivent 10 000 euros chacune. Une personne reçoit 15 000 euros et 2 personnes reçoivent 20 000 euros chacune. Et le total des effectifs, ça fait notre population de 10. Alors là, on a notre population et là, on a nos revenus. Et par rapport à la courbe de Lorentz, on a notre population ici en pourcentage cumulé croissant. Et sur les ordonnées, on doit avoir nos revenus en pourcentage cumulé croissant. Eh bien, on doit développer ce tableau de sorte à avoir une colonne de population en pourcentage croissant et aussi des revenus en pourcentage cumulé croissant. Eh bien, ce tableau va se développer de la manière suivante. On ajoute une colonne où on va exprimer la population en pourcentage. Alors là, il y a une erreur car on n'a pas 100%. J'ai oublié 2 personnes qui reçoivent chacune 5 000 euros. Je règle ce problème et on continue ce tableau jusqu'au bout. Les 2 dernières colonnes, c'est bien les données qui vont servir à la représentation graphique de notre courbe de Lorentz.
Mais avant cela, je vais vous expliquer ces différentes colonnes. Dans cette colonne, on exprime en fait les NI en pourcentage. C'est simple, pour le premier chiffre, on a 2, on le divise par 10 et on multiplie par 100. Et ça donne 20%. Et donc à chaque fois que vous avez 2, vous obtenez la même chose, 20%. Et le 10% que vous avez ici, c'est 1 sur 10 fois 100. Maintenant, dans cette colonne-là, on a simplement multiplié les NI et XI. 1 fois 2, ça fait 2, 3 fois 1, ça fait 3, 5 fois 2, ça fait 10, etc. Et donc, ce qu'on obtient ici, au total, c'est 90 000 euros. C'est bien l'argent distribué sur l'ensemble de la population. Dans cette colonne-là, on exprime ces chiffres en pourcentage. Eh bien, c'est simple. De la même manière, je vais diviser 2 par 90 et puis je vais multiplier par 100 et je vais avoir ce pourcentage de 2,2. Je fais pareil pour 3. Divisé par 90 fois 100, ça fait 3,3%. Ainsi de suite pour le reste. Maintenant, on va utiliser ces deux colonnes des pourcentages pour calculer le pourcentage cumulé croissant de chacune de ces deux colonnes. Dans cette colonne, on a la population NI exprimée en pourcentage cumulé croissant. C'est bien ces pourcentages-là. Le premier pourcentage, c'est 20%. On l'accumule ici, 20%. Plus 10, ça fait 30%. Plus 20%, ça fait 50%. Plus 20%, ça fait 70. Plus 10, ça fait 80. Plus 20, ça fait 100. Et puis on fait pareil avec cette colonne, on va accumuler ces pourcentages ici. C'est simple, vous avez ce pourcentage, on l'inscrit ici, plus ce pourcentage de 3,3, ça donne 5,5. 5,5 plus 11%, ça donne 16,5. 16,5 plus 22%, ça donne 38%. Ainsi de suite, jusqu'à la fin, on aura 100%. Maintenant, ce qui nous intéresse dans tout ça, c'est les deux dernières colonnes ici. Donc, ce qui reste à faire, c'est simplement de représenter ces deux dernières colonnes dans un graphique où on va mettre sur l'axe des abscisses notre population exprimée ici en pourcentage cumulé croissant. Donc là, je note NI en pourcentage cumulé croissant. Et sur l'axe des ordonnées, on va représenter notre revenu en pourcentage cumulé croissant. Je vais avoir un 100% ici et un 100% au niveau population. Je trace la droite qui représente une distribution de ces revenus d'une manière parfaitement égalitaire et puis je commence à tracer ma courbe de Lorenz sur base de ces informations. Je commence par ces premiers chiffres ici. 20% de la population, c'est à peu près ici, et 2,2%, ça représente un revenu très très faible, on va dire ici. J'aurai mon premier point quelque part ici. Je passe à 30% et 5,5%. Alors 30% de la population, c'est quelque part ici. Et 5,5, ça donnerait quelque chose ici. Donc je vais avoir un point quelque part ici. Et puis, vous avez 50% de la population reçoivent 16,5% des revenus. 50% de la population, c'est quelque part ici. Et 16%, ça donnerait un point quelque part ici. Je représente maintenant 70% de la population et 38,5% des revenus. 70%, ça donnerait quelque chose ici. Et 38%, ça peut faire un point quelque part ici. On va voir maintenant 80% de la population reçoivent 55,2% des revenus. 80, c'est ici. Et 55, ça fait un peu plus que la moitié, donc ça donnerait quelque chose ici. On a donc ce dernier point de notre courbe de Lorenz. Ce qui reste à faire maintenant, c'est de joindre ces différents points pour tracer notre courbe de Lorenz. Et voilà notre courbe de Lorenz. Après, ce qui reste à faire pour bien interpréter cette situation, c'est de calculer par exemple l'indice de Gini qui se formule de la manière suivante, la surface A sur A plus B. Visuellement, on peut voir que cet indice va se rapprocher de 0,5. Je vais vous parler maintenant des indices des prix. Il y en a plusieurs, mais je vais prendre les plus connus, à savoir l'indice Pache, indice Lapeyre et au final, indice Fisher. Alors tout d'abord, à quoi ça sert ces indices de prix ? Ça sert simplement à mesurer l'évolution du niveau général des prix. On peut se dire par exemple, c'est très simple, si vous avez à une date 0 un prix, on va dire 10 euros, et que ce prix a évolué à la date 1 par exemple, à 13 euros.
on peut voir clairement que le prix a augmenté de 3 euros. Mais dans cette situation, on parle plutôt d'un indice simple, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul paramètre à suivre, à savoir les prix. Mais cela n'est pas aussi simple que ça. Quand ces valeurs, ce n'est pas que les prix, mais il y a la quantité également. Par exemple, à la date 0, vous avez dépensé 10 euros en achetant un bien particulier, et à la date 1, vous dépensez 13 euros en achetant une certaine quantité de ce même bien. Alors dans ce cas, cette valeur de 10 euros s'obtient par la multiplication de la quantité fois le prix. On peut mettre Q0, P0 et ce 13 euros se calcule par la multiplication du prix par la quantité achetée Q1. Dans ce cas, un problème se pose, c'est qu'on ne peut pas savoir ce qui a provoqué cette augmentation de 3 euros en passant de 10 à 13, car ça peut provenir de plusieurs choses possibles. Ça peut provenir d'uniquement une augmentation des prix. Et dans ce cas, la quantité reste la même. Mais ça peut provenir également d'une augmentation des quantités achetées et les prix restent les mêmes. Mais également, ça peut être une combinaison d'une évolution des prix et une évolution des quantités achetées également. Et dans ce cas, on aura une infinité de cas possibles d'une augmentation de l'un et l'autre paramètre. C'est pour cela qu'on fait appel à ces indices synthétiques de prix. Leur formule est les suivantes. Vous avez l'indice PASH qui se base sur les quantités actuelles pour calculer l'évolution des prix. Et vous avez l'indice Lapeyre qui va plutôt fixer les quantités anciennes pour évaluer l'évolution des prix. Et par rapport à l'indice Fisher, on a en fait une moyenne géométrique des deux indices Lapeyre et PASH. Je vais vous expliquer avec un exercice simple la manière d'appliquer ces formules. Je vais prendre deux produits, P1 et P2. On peut appliquer ces indices sur plusieurs produits, des dizaines voire des centaines de produits, mais dans ce cas, pour que ça soit clair, je vais me limiter à deux produits. Et je prends une comparaison entre 2021 et 2022. Là, on a notre prix P0. Au niveau de l'année 2022, on a le P1. Et par rapport aux quantités, on va les noter Q0 et Q1. Alors, on va dire que le prix du premier produit passe de 1 euro à 1,50 €. La quantité achetée de ce produit est de 200 en 2021 et 180 en 2022. Le prix du deuxième produit est 1,20 € en 2021 et 1,80 € en 2022. La quantité achetée de ce produit est 360 en 2021 et 250 en 2022. Et voilà notre tableau. Maintenant, on va appliquer les formules des différents indices de prix que je vous ai présentés. Je cite d'abord les formules. Vous avez par rapport à l'indice de Lapeyre, c'est la somme des prix de 2022 fois la quantité précédente de 2021 sur la somme des prix 0 fois Q0. Pour Lapeyre, elle se réfère à la même quantité précédente pour évaluer l'évolution des prix. Et donc, on va appliquer d'abord cette formule. On va avoir P1 fois Q0, donc c'est P1 est là, et Q0 est là pour le premier produit. On fait donc 1,50 € fois 200, et tout ça plus, puisqu'on a ici une somme, on fait pareil pour le deuxième produit. 1,8 fois 360. Et on va diviser tout ça sur la somme des produits P0, Q0. On va avoir 1 fois 200 plus 1,2 fois 360. Et on multiplie tout ça par 100 pour avoir un pourcentage. Le résultat de ce premier calcul est 150%. Donc on a ici 150% pour Lapeyre. Je prends maintenant l'indice PASH. Dans ce cas, la formule est la suivante. C'est la somme P1 fois Q1 divisé par la somme P0 fois Q1. Et de la même manière, on fait P1 qui est là, fois Q1 qui est là, plus, on fait pareil pour le deuxième produit, P1 fois Q1, et tout ça divisé par les P0 fois Q1. Les P0, vous les avez ici. Après calcul, on obtient la même variation que dans le cas de l'indice Lapeyre, 150%. Je passe maintenant à l'indice Fisher. Il s'agit d'une moyenne géométrique. On fait 150% fois 150%,
c'est ce résultat-là fois ce résultat-là. Dans ce cas précis, on a la même chose, mais on peut très bien tomber sur des pourcentages différents. Et on met tout à la racine carrée. Et ça donne bien évidemment la même chose, 150%. J'aurais dû choisir d'autres valeurs pour ne pas avoir les mêmes résultats ici. En tout cas, cela signifie que les prix ont augmenté de 50% en 2022 par rapport à 2021.